Biden, ça il n'y arrive. aurait pas eu cette guerre. On est venu nous séparer. Regardez, image en direct, vous la voyez, Vladimir Poutine. Alors je dis en direct, c'est une précision en réalité que je n'ai pas. Ce sont des images qui sont envoyées par les agences ce soir. On ne sait Il pas a si failli c'est tomber, direct. Regarde. Mais Vladimir Poutine qui a rendu hommage à un certain nombre de combattants russes en Soviétique. expliquant qu'il y avait une histoire commune entre Russes et Américains en Alaska et qu'il là va rendre hommage à des militaires russes, me semble-t-il. Probablement soviétique. Oui, En absolument. chemin pour venir, il s'est arrêté aussi devant un monument à Magadan, à la Magadan, oui. gloire des soldats soviétiques tombés pendant la Seconde Guerre mondiale et à la gloire de la Rien du coopération tout, entre Chico. les Salut, États-Unis Lennox. et l'Union soviétique, c'est-à-dire dans sa vision avec la Russie. Régis. Oui, sur le vainqueur de la soirée, on a quand même l'impression que c'est Poutine, effectivement. D'abord parce que le grand problème de la Russie, c'est que c'est une puissance pauvre. C'est le titre d'un fameux livre de 1993 de Georges Sokolov. Et la Russie, en fait, compense toujours cette pauvreté, qui est la faiblesse financière, économique, etc., par ses structures de force, par son armée, etc. Et ça a toujours été la stratégie de la Russie, c'est-à-dire de se hisser de cette façon-là, et aussi beaucoup par un travail d'image, en se faisant passer pour l'équivalent ou l'égal des États-Unis. Pardon, on va écouter Vladimir Poutine. Est-ce qu'on l'entend? Большой теплотой очень отзывался обо всем. And he spoke with great warmth about И his хочу передать recollections. вам самые наилучшие пожелания. And he asked me to give Peut traduire ou his best greetings. И я хотел бы на память вам вручить некоторые Je подарки. voudrais And I would vous like to present you some small gifts as a token. donner ces cadeaux This is St. Herman of Alaska. И, et насколько я понимаю, является d'après ce que покровителем Mais imagine, il y a du poison sur le bois. Genre là, il est en train de toucher le cadre. Imagine, il y a du poison et après, il se lèche les doigts parce qu'il a mangé un poulet KFC. Et après, il meurt comme ça. Genre, c'est risqué, non? je comprends, зрения c'est un Ah, bizarre un peu. protecteur является покровителем Америки. And as far as I understand, de l'Amérique. he is the patron saint of America. Ça envoie la bombe direct. Что вам всего самого доброго. Ouais, c'est vérifié, c'est sûr. Merci I'd beaucoup. like to wish you all the best. Thank you. Wesh, il a fait un bisou. Сегодня праздник. And there is also a Aujourd'hui, holiday. c'est une fête, Успения. Donation c'est of l'Assomption. Yozgat. Хочу вам тоже передать. Et donc, je voudrais vous So this transmettre is another en gift I would souvenir like to present to you. И хочу пожелать вам всего самого доброго. And et I je would like to voudrais wish you all the best. vous souhaiter le meilleur. Attends, mais Poutine, ça fait combien de temps il est pas venu sur une terre américaine? Я весьма признателен вам. Je suis très reconnaissant. I also have a little gift. J'ai également Attends. un petit cadeau. Небольшой It's a подарок. very small gift, Un petit cadeau. but it's the icon that I was given C'est when I une was icône made a que bishop, j'ai reçue lorsque je and suis it was devenu évêque. given to me by monks from the C'est Holy Mountain. Un moine du Mont Saint qui me l'a offert. Рукоположен в епископы со Святой горы. And it's been in my prayer corner for 4 years. Et ça fait 4 ans que je le garde dans l'espace où je prie. And I'd like to give it back to you Et j'aimerais to vous express l'offrir gratitude aujourd'hui to pour the exprimer native toute la peoples of Alaska gratitude have, to the des leaders that came Alascains before, to those in envers Russia les that personnes sent qui les ont précédés, les missionaries. Russes, qui ont envoyé des Я missionnaires. хотел бы передать ее вам для того, чтобы выразить признательность коренного населения Аляски лидерам той страны, которая направила когда-то сюда миссионеров. For us, Russia has given us what's most precious La of Russie all. nous a offert ce qu'il y a de plus précieux, la foi orthodoxe, et nous sommes Россия говорила éternellement нам то, что reconnaissants. мы наиболее вам признательны, что-то наиболее ценное, это православная вера, и мы всегда будем признательны Но вам это за это. то, что нас объединяет. на самом But деле. this is what brings us C'est together. c'est ce qui nous unit This is the foundation of our relations. et c'est à la fondation de I go notre to Russia, relation. I try to go yearly. J'essaie d'aller And, tous les ans en it's a Russie. great benefit to my priests C'est and my formidable seminarians. pour les membres de mon séminaire. They see, them when they come to go to Russia, they say, I've been home. I've Quand come ils home." vont en Russie, ils se sentent comme à la maison. Ils peuvent dire je suis rentré à la maison. Для моего священства и для семинаристов это всегда большой подарок. Каждый раз, когда они оказываются там, они говорят, мы чувствуем, что оказались дома. Вы всегда у нас желанный гость. И чувствуете себя Les там. invités, You're always bienvenue. welcome guests Et il faut in que vous vous Russia, and sentiez please comme chez feel vous. at home whenever you come. Thank you. Thank you so much. Merci Thank beaucoup. you. Merci. Кладбище Дуэйн тоже поблагодарить за сохранность. Le directeur du cimetière, il voudrait vous remercier. Сохранность, такое отношение Merci, доброе. merci Конечно, к- pour ce que vous faites, pour la mémoire For taking such great de nos care and soldats. for preserving the memory of our valorous warriors. Absolument, Monsieur le Président. Attends, mais il y a des suceurs de Juan Branco sur mon stream?
en train de voir, là, j'ai l'impression qu'il y a une embrouille entre différents supporters de Juan Branco. D'ailleurs, je suis en train de regarder les visites officielles de Poutine aux États-Unis. Année 2000, quand il a rencontré Bill Clinton. 2001, George Bush. 2003, dans le Maryland. 2004, au G8. Non, ça c'était en Géorgie, ça. Visite à Kennebunkport chez la famille Bush, incluant détente et discussion informelle en 2007. 2015, il a rencontré Barack Obama. Ça fait 10 ans que ce mec-là n'a pas foulé les pieds sur une terre américaine. 10 ans! Putain! Ah ouais! C'est un honneur pour nous de nous occuper de tous ces anciens combattants, en particulier les 14 soldats russes qui sont enterrés ici. Сохранять наследие всех ветеранов, которые захоронены здесь, и также, в частности, 14 российских граждан, которые Это то, здесь что нас похоронены. объединяет наше C'est ce qui nous unit, прошлое героическое. notre passé héroïque. This is our heroic past. И создает условия для движения вперед. And it also Et lays the ça foundation met les for us conditions moving forward into the future. pour œuvrer pour le And futur. Et you c'est ce que are vous faites. doing this important job. Большое вам спасибо. So I'd Merci, like to say merci a huge beaucoup. thank you for that. Merci pour votre présence. Merci de nous gratifier de cet honneur. Merci d'honorer les citoyens russes enterrés ici. Et j'espère que vous trouvez que cet environnement, l'environnement de ce cimetière, est respectueux et honore les soldats russes qui sont enterrés ici. Так и есть. Спасибо вам большое. C'est Absolutely. tout à fait c'est vraiment une mise cela. en Merci scène, hein. beaucoup. Хороший диалог состоялся. Nous avons eu un très très bon We just dialogue had avec a le very président good Trump conversation aujourd'hui. with President Trump today. И спасибо вам за то, что вы создаете здесь такую обстановку. Et And thank merci you very much d'avoir for creating this kind of créé environment. cette atmosphère ici. Спасибо, господин президент. Qu'est-ce qu'ils se sont dit pour que Poutine dépose un bouquet de fleurs, discute comme ça avec des Américains, orthodoxes, visiblement. Wesh. Les images de Vladimir Poutine. Ah mais d'accord, c'est des images données par la Russie et... Et je suis mort, BFM TV a repris ça, wesh. Dans un Et je suis mort. cimetière de pilotes soviétiques de la Seconde Guerre mondiale. Régis, Elsa, faut nous aider à quoi ce décrypter la bordel? séquence que l'on vient de voir. Alors c'est quand même... je me lance, ou Oksana, peut-être tu voulais commencer? Je peux commencer. Vous savez, j'ai fait attention tout de suite, j'ai prêté attention et très importante à cette phrase de Poutine que nous avons une histoire en commun et nous avons la frontière en commun. Et je voudrais dire aux Américains, bienvenue au club. De tous les pays qui ont une le frontière malheur commune. d'avoir la frontière. Parce que quand les Russes, surtout Poutine, quand ils commencent à parler de l'histoire en disant que nous avons l'histoire commune, en russe, il y a une expression. Jeter le bombe pour limiter son territoire. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui à l'Alaska. Vous savez quelle hystérie se passe aujourd'hui dans les médias russes? Tout le monde dit aujourd'hui que ça y est, il y a le temps de récupérer ce qui nous appartient. L'Alaska, Ouais, parce qu'il faut savoir que l'Alaska appartenait à la Russie, les mecs. Hein. Les États-Unis ont racheté l'Alaska au 19e siècle, mais l'Alaska était russe, à la base des bases. c'est les Russes. Poutine va là-bas chez lui. Vous savez, il s'est comporté exactement comme ça quand l'Ukraine a déclaré ça son faut le savoir, le indépendance. chat. Et dès qu'on a désarmé Après, l'Ukraine, vendu, il a c'est vendu, commencé hein. son offensive. Vous savez qu'est-ce qui était prévu dans le Vendu, protocole c'est de vendu. rencontre du côté russe? Il voulait parler absolument sur les missiles stratégiques. Ça ne m'étonnera pas si au bout de quelques années, ils vont proposer à Trump de désarmer, de nucléariser les États-Unis. La Russie a vendu l'Alaska aux États-Unis en 67 pour la somme de 7,2 millions de dollars. C'est une dinguerie quand même. Après, si on ajuste l'inflation, si on l'ajuste à l'inflation, ces 7,2 millions de dollars équivaudrait aujourd'hui à 150 jusqu'à 200 millions de dollars. Ça reste quand même minuscule, hein. Parce que là, on parle quand même d'un territoire riche comme l'Alaska, stratégique aussi, parce que c'est juste à côté de la Russie. Là, quand même. États-Unis. Et après, ce sera une. Ils se sont fait baiser la gueule, la Russie, en vrai. Une république du futur nouveau. Ils se sont fait baiser la l'Union gueule, genre. soviétique. Tout est possible avec les Russes. Donc 200 aujourd'hui, millions, cette c'est donné, scène, bien sûr. il mérite vraiment attention.
Parce que comme ça, doucement, les Russes peuvent commencer à s'imposer et créer, soi-disant, les groupes d'amitié, etc., pour infiltrer les États-Unis à sa manière, comme Alors, ils ont fait avec les autres. Cette séquence-là, Elsa, vous soulignez, pendant qu'on écoutait le président russe discuter notamment avec le directeur du cimetière, la confusion russe-soviétique. Oui, en fait, c'est une confusion sur laquelle prospère le récit que Vladimir Poutine et les hommes qu'il a chargés de le construire ont tissé depuis à peu près le milieu des années 2000. C'est-à-dire que la Russie actuelle, encore une fois, dans son nouveau positionnement mondial, veut... Neymar a été acheté 220 millions d'euros. C'est vrai que Neymar vaut l'Alaska en vrai. Ou l'Alaska vaut Neymar. Revenir non pas à l'Union soviétique ni à l'Empire, elle en veut les attributs, la puissance qui lui persiste et qui lui permet de s'appuyer sur la langue et la religion orthodoxe. C'est assez récent, ça fait à peu près 15 ans pour ce qui est de la religion orthodoxe. Bon, ça constitue, selon l'un des meilleurs experts russes des questions orthodoxes, en fait le plus grand réseau social auquel Vladimir Poutine peut avoir accès dans toute la Russie, puis également à l'étranger. Et donc cette confusion, c'est de faire croire que, par exemple, les sacrifices que l'Union soviétique a effectivement fait réaliser à sa population pendant la Seconde Guerre mondiale, après cet allié d'Hitler, c'est-à-dire quand ils ont été attaqués, eh bien ces sacrifices seraient à mettre au crédit de la Russie. Bon, ils étaient à mettre au crédit de l'Union soviétique et de toutes les nationalités qui... Je suis en train de regarder les mecs, les États-Unis, ils ont... Mais putain, les États-Unis, c'est vraiment le capitalisme de baiser. Hein. Ils ont acheté l'Alaska aux Russes. Mais c'est pas les seuls territoires qu'ils ont achetés, les Américains. Ils ont acheté la Louisiane, donc ça on le sait. La Louisiane dans les années 1800, ils ont acheté la Louisiane à Napoléon Bonaparte, 15 millions d'euros. Donc la Louisiane, on sait que c'est 15 États. La Louisiane, l'Arkansas, le Missouri, l'Iowa, Minnesota Sud-Ouest, Dakota du Nord, Dakota du Sud, Nebraska, Kansas. Ok, ça fait beaucoup. Ils ont acheté la Floride à l'Espagne. Ils l'ont acheté pour 5 millions de dollars. Voilà. Dans les années 1800 aussi. Année 1854, ils ont acheté la Gadsden. La Gadsden, c'est la partie du sud de l'Arizona et du Nouveau-Mexique. Donc, ils l'ont acheté au Mexique, 10 millions de dollars. Ils ont acheté l'Alaska à la Russie, donc on le connaît. Ils ont acheté les îles Vierges américaines au Danemark pour 25 millions de dollars. Donc, c'est les territoires Saint-Thomas, Saint-John et Saint-John, pardon, et Saint-Croix. C'est où déjà les îles Vierges américaines? C'est là. Il y a combien d'habitants? 100 000 habitants quand même. Ah, mais c'est à côté de Puerto Rico. Mais je suis un ouf, moi. C'est dans les Antilles. Dans les grandes Antilles. C'est où la Martinique dans ça? Ah, c'est là. Ah, mais c'est juste au-dessus de la Martinique. Et je suis un connard, moi. Les îles Vierges américaines. Et c'est tout. Ils ont acheté 5 territoires, les Américains. Et c'est fou le capitalisme. Hein. C'est une dinguerie. Ils ont tout acheté, les Américains. C'est grave, hein. Tu vas me dire c'est où la Martinique? Non, mais je sais c'est où, mais en fait j'étais perdu sur la carte. J'étais sur la carte des îles Vierges et j'arrivais pas à trouver mon île. Voilà, mon île est là, ouais. C'est à côté de Puerto Rico, les îles Vierges. Il y a les îles Vierges britanniques et juste en dessous, t'as les îles Vierges des États-Unis. Putain. Compose. Et aujourd'hui, c'est encore une confusion qui est largement les entretenue dans les discours wesh. historiques qui sont produits C'est vraiment par un pays de les dingue, idéologues wesh. qui travaillent pour le Kremlin. Ensuite, il y a quelque chose C'est un de doublement pays de paradoxal, dingue, je genre. trouve, une drôle d'ironie, c'est que, bien sûr, c'est un lieu, l'Alaska, qui a été d'abord colonisé et peuplé par des missionnaires et des colons, et la foi orthodoxe y rayonne. Il y a un très large héritage de lieux religieux orthodoxes, plutôt rattachés à la Russie. Mais là où je trouve qu'il y a une ironie, c'est que nombre de ces orthodoxes sont des vieux croyants qui ont dû quitter Des fois, regarde le mythe de la bonne guerre. Le mythe l'Union de la bonne guerre. soviétique. Les vieux croyants, c'est un schisme, c'est 2 branches de l'orthodoxie, et qui ont été persécutés pendant la période soviétique, et qui ont quitté l'Union pour se réfugier aux États-Unis, quoi. C'est-à-dire... Le mythe de la bonne guerre désigne l'idée très répandue, surtout aux États-Unis et dans certains pays, que la Seconde Guerre mondiale fut une guerre purement juste, menée uniquement pour défendre la liberté et vaincre le mal absolu, et qu'elle fut exempte de motivations discutables ou des zones d'ombre.
En gros, c'est la vision d'une guerre clairement morale où les alliés sont les bons et les forces de l'Axe sont les méchants. Après, désolé les gars, en tout cas, le mythe de la Seconde Guerre mondiale, à l'école, on l'a appris comme ça. Moi, on m'a toujours dit que les forces de l'Axe sont les méchants. Ben mec, les Japonais, ils ont fait des dingueries, genre. L'Allemagne nazie, l'Italie fasciste. Excusez-moi les gars, Hitler c'était un méchant, hein, mec. Attends, c'est quoi d'autre? Origine du mythe. Après 45, la guerre est racontée dans les manuels scolaires comme l'exemple ultime d'un conflit juste, le Just War, ce qui contraste avec la Première Guerre mondiale, souvent vue comme absurde et inutile. Aux États-Unis, ce récit est renforcé par Hollywood, les commémorations du D-Day et la mémoire collective centrée sur la libération de l'Europe et du Pacifique. Après, oui, les Américains, alors surtout dans l'Amérique, pardon, ils sont vraiment venus en tant que héros, les mecs, hein. Les héros qui sauvent le mal, hein. Après, ils sont rentrés en guerre quand il y avait Pearl Harbor. Donc voilà, dès qu'il y a eu Pearl Harbor, j'ai vu un reportage récemment sur Pearl Harbor, ils sont rentrés en guerre, quoi. À la base, ils étaient venus pour sauver l'Europe, mais quand les Japonais, ils ont fait leur dinguerie à Pearl Harbor, là, les États-Unis, ils ont dit, on est des bouffons, nous. Nous, on est des bouffons. Vous attaquez Pearl Harbor et on est où, là? C'est quoi, ça? En Normandie, ils sont venus au Rat Farmer. Ah, bien sûr. Mais bien sûr. C'est pour ça, de Flack, c'est dur de faire des leçons aux autres. Mais bien sûr, mais je suis d'accord avec vous, les mecs. Je suis d'accord. Je suis désolé, hein. Les Américains, bon, vas-y, ok. Le Japon, c'était pas un très beau pays à l'époque, parce que c'était l'empereur Hirohito. Non, je crois que j'ai mal prononcé. Hirohito. Non, ouais, c'est ça, c'est Hirohito. Donc l'empereur à l'époque qui a fait rentrer le Japon dans son délire avec l'Axe, quoi. L'Axe, c'est l'Axe, hein. Je me suis pas trompé. Les forces de l'Axe, oui, c'est ça. Les méchants, on va dire, de l'histoire. Ils ont fait des trucs de ouf, les Japonais, jusqu'à ils ont attaqué Pearl Harbor. Et là, les Américains, ils ont dit, bon, on va lâcher 2 bombes nucléaires et vous allez vous calmer tout de suite, hein. Ce que le mythe oublie, mais non, ok. Ah, je vois ce que le viewer il veut dire, putain, j'ai compris. Ce que le mythe de la bonne guerre oublie de dire, c'est que les Alliés avaient aussi des objectifs impérialistes, exactement comme l'Allemagne nazie. Par exemple, le maintien des colonies britanniques et françaises. D'accord, ok, j'ai compris. Ah, j'ai compris ce qu'il voulait dire le viewer. J'ai capté. C'est vrai qu'on avait des objectifs impérialistes, hein, et on les a maintenus au final, les mecs, hein. On les avait maintenus, hein. Les colonies britanniques sont encore là. Ou non, se sont considérablement réduits. Mais n'oublions pas qu'il y a des territoires britanniques qui doivent être décolonisés. Ne l'oublions pas quand même, en ce moment même, hein. C'est vrai, ça, hein. Action morale ambiguë, bombardement massif de villes civiles à Tokyo, par exemple, bombe atomique sur Hiroshima, Nagasaki, internement des citoyens nippo-américains aux États-Unis. C'est vrai qu'il y avait des citoyens nippo-américains, 120 000 citoyens ressortissants japonais et américains d'origine japonaise dans des centres de relogement précaires et éloignés. C'est vrai que c'est assez oublié des histoires américaines, ça, hein. Américaines, pardon. Hein. C'est vrai qu'il y avait des nippo-américains, ils ont pris une hagra de la part des Américains, genre. Ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est vrai. C'est quoi ce graphique? Attends, je vais mettre ça au cas où que c'est un graphique de merde. Sondage de la France. Quelle est, selon vous, la nation qui a le plus contribué à la défaite de l'Allemagne? Bah, c'est l'URSS, non? Oh non, c'est une blague, le graphique. Attendez, je vais vous montrer le graphique. C'est une blague. C'est une blague. Mai 45, l'URSS, ce qui est normal. Faut dire les termes, les amis. L'URSS nous a délivré de l'Allemagne nazie. Ça, c'est vrai. 94, 49% les États-Unis. 2004, les États-Unis à 80%. C'est vraiment une dinguerie. Hein. À 58%, pardon. C'est vraiment une dinguerie, genre.
Je comprends pas. Je comprends pas le révisionnisme. Je ne comprends pas. Quelques décennies de propagande plus tard, exactement. Non, factuellement, les mecs, l'armée rouge nous a vraiment aidés. Hein. L'armée rouge nous a vraiment aidés, les amis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous m'avez dit priorité au direct. Qu'est-ce qui se passe? Des 100 suspens insoutenables sur BFM TV. On continue à suivre, évidemment, base aérienne d'Elmendorf, Richardson, en Alaska. C'est là qu'a eu lieu ce sommet. Et les gars, faut savoir un truc, hein. Merci pour le graphique. Hein. Faut savoir un truc, c'est qu'entre les années 45 et 2004, il y a une démultiplication des médias. La télévision est en couleur, enfin la télévision était en noir et blanc et ensuite elle est passée en couleur. Il y a aussi plus d'informations sur les télévisions même américaines. Il y avait l'ère de la technologie avec les réseaux d'information et c'est là où ça a commencé la propagande d'information. Donc les gars, tout est calculé, hein. Tout est calculé. Vous regardez l'histoire de l'information et ensuite vous faites votre propre avis. Il y a même aussi une... Bah ça, c'était déjà le cas, mais je pense que les tirages ont été à nouveau tirés en nombre, mais aussi les journaux, la presse papier. La presse papier aussi, le cinéma, bien joué Red, parce que oui, le cinéma américain, et c'est même encore le cas, a toujours montré les États-Unis grands héros de la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est vrai. Merci de le préciser, le chat. Merci de le préciser. Tu verras presque jamais un film américain glorifier l'armée rouge. Ce sera toujours les États-Unis, grands héros de la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est vrai. Merci de le dire. Merci de le dire. Il faut sauver le soldat Ryan MDR. Voilà. Il faut sauver le soldat Rayad. Pas ouf la blague. Vladimir Poutine qui a atterri maintenant, il y a 3 plus 2, à peu près 5 heures. 5 heures de présence sur place pour le président russe. Tout ça pour ça. Les jeux vidéo aussi, c'est vrai. Hein. Dans Call of Duty. Et voilà Vladimir Poutine. Ah, il part. Ça, c'est bien le départ. 2 fois moins de temps que prévu. Mais wesh, on est passé d'une négociation de 6 heures à 7 heures, source russe, même pas américain, hein, c'est les Russes qui ont dit ça, à une rencontre qui aura duré, 4 heures au total. 4 heures, 4 heures et demie. Putain, tout ça pour ça, wesh. Par le Kremlin. Et là, tout ça pour ça. Je suivais une analyste russe qui a longtemps travaillé au pool de presse de la Douma russe, qui disait que le Kremlin a annoncé la fin de la visite en publiant une drôle de vidéo où on voit l'embrassade entre Trump et Poutine pour se dire officiellement que le sommet était terminé. Mais tous les médias russes que je suis et qui sont plutôt d'opposition, aucun doute à ce sujet, disent qu'il n'y a rien de concret. Tout le monde conclut dans le même sens que nous. Pas de décision concrète. Tenue du sommet raccourci au maximum. Changement de plan, a priori. Oui, ça a été effectivement express. Hein, Pour de vrai, sauce russe en plus. Pourquoi ils disent depuis tout à l'heure que tout, il y a un accord, il y a un truc, je sais pas quoi, et au final... Bizarre, hein. Bizarre l'ambiance. Bizarre, on va en tirer des leçons de ce bordel. Hein. Le Kremlin avait donné cette indication cet après-midi, ça pourrait durer 6 à 7 heures, etc. Là, on est sur 5 heures entre le moment où Poutine atterrit et le moment où Poutine décolle. Oui. Mais il n'y a pas de déclaration. Vous dites tout ça pour ça avec un air un peu déçu. Oui, ça aurait pu être pire. Moi, je trouve que globalement, côté russe, c'est le jackpot. Ils ont réussi à tout aligner. J'ai tendance à me placer de l'autre côté de la barrière. Depuis hier, Lavrov d'abord, puis Poutine. Oui, les gars, je sais qu'il y a un soft power russe et tout, mais moi, j'aime pas j'aime pas me dire que je suis dans une case où je dis que profondément, les États-Unis nous ont sauvés. Parce que oui, quand je vois ce que le viewer m'a partagé, le mythe de la bonne guerre, faut savoir que, ok, les méchants et les gentils, bah faut savoir que les alliés aussi sont pas vraiment sympathiques, quoi. Vous avez des objectifs impérialistes, les alliés. D'ailleurs, il y avait le truc aussi en Algérie. Il y a eu aussi la guerre en Algérie. Il y a eu aussi l'Indochine. Ah, la France qui fait partie des alliés, la France, c'est pas tout à fait une nation clean, quoi. Voilà, quoi.
aujourd'hui s'en sont donnés à cœur joie à se mettre en scène en Alaska, à tourner toutes les séquences qui vont bien avec les médias russes. Enfin, vraiment, ils ont fait la totale. La France est absolument clean nulle part, mais bien sûr. L'URSS. Et avec, vous savez ce qui a été servi, ça c'est CNN qui donnait l'information. L'URSS allié dans la victoire et ensuite présenté comme un nouvel ennemi début de la guerre froide. J'avoue, c'est quand même bizarre parce que là, Poutine nous a décrit tout à l'heure que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait les Américains, ils ont aidé les Russes, quoi. Ils ont aidé, enfin l'URSS en tout cas, ils ont aidé, ils ont acheminé le matériel militaire. Il y avait un pont aérien aussi aux États-Unis et à la Russie. Et mais je sais pas, la guerre froide, tu te dis qu'ils étaient un peu alliés durant la Seconde Guerre mondiale, et ensuite tout est parti en couille et l'URSS est le pire ennemi des États-Unis. Mais comment ça peut partir en couille aussi facilement et aussi rapidement, wesh? C'est dingue, non? Après-midi, ce qui a été servi aux médias russes qui ont suivi le président dans l'avion. Des pelménis. La bombe atomique a fait peur aux Russes, on dirait bien. Oui. Poulet à la Kiev, c'est-à-dire recette avec du beurre et des herbes. J'ai regardé cet après-midi. Non, mais pour dire que les Russes sont allés très loin. Très loin. Effectivement, on met des guillemets dans l'humour et dans la propagande de ce style-là. Et dans sa prise de parole lors de cette conférence de presse, Vladimir Poutine réécrit encore une fois une situation avec tous ses éléments de langage à lui et toute sa vision à lui, sans être jamais contredit par Donald Trump. Donc il explique qu'en fait, la guerre n'est pas de son fait, que c'est la faute de Biden, et donc, par extension, des Occidentaux. Et qu'en fait, lui ne veut que la paix et rien d'autre que la paix. Mais il fait même un petit compliment au passage à cette courageuse nation que sont les Ukrainiens, ce qui lui permet de repartir en ayant... Ok. T'as ce qui a déclenché la guerre froide, les mecs. Hein. Après, c'est simple. Mais ça, je l'ai appris à l'école. Là, j'ai des petits flashbacks dans la tête. En gros, les Américains ont aidé l'Europe, donc il y avait le plan Marshall. Et ils ont aidé tous les pays de l'Europe de l'Ouest sous influence occidentale. Et de l'autre côté, l'URSS contrôlait l'Europe de l'Est pour y installer des régimes communistes. Donc là, on le sait quoi. Et ce qui a déclenché de manière symbolique la guerre froide, c'est quand le président américain Truman a annoncé la doctrine Truman, donc soutien à tout pays menacé par le communisme. Ce qui officialise la rivalité en quelque sorte. Putain, c'est ouf, hein. Putain. En s'étant engagé à rien et donc de pouvoir intéressant l'histoire, les mecs. Intéressant, ça m'a toujours intéressé les semaines précédentes et des mois l'histoire de la guerre, moi, ça m'a toujours intéressé. Tout en disant que si derrière ça n'avance pas et qu'il n'y a pas de solution qui se dessine, mais c'est pas de sa faute puisque lui il la veut. Salut, ça a l'air cool ici. Pour réagir, faut pas oublier que Hitler s'est inspiré des lois raciales aux États-Unis avant la guerre. Ah ouais? Je vais voir. Durable. Et si ça ne fonctionne pas, ce sera soit la faute de l'OTAN, soit la faute de Zelensky, soit la faute des Européens, soit éventuellement, même pourquoi pas en dernier recours, la faute de Donald Trump. Je ne sais pas s'il faut y voir un signe, on va retrouver Laurent Seim dans un instant, mais il me semble que Poutine n'a été raccompagné que par la chef du protocole de la Maison-Blanche, que l'on a vu passer ensuite. Jure, Trump l'a pas raccompagné. Trump t'a pas accompagné Poutine. Laurent Seim, du côté d'Anchorage. On suit avec vous dans cette édition spéciale, Laurence, depuis maintenant près de 6 heures. Voilà ce qui s'est passé autour de ce sommet. Laurence, encore une fois, vous connaissez par cœur Donald Trump, ses conférences de presse interminables, où il ne sait jamais s'arrêter, où il dit beaucoup plus qu'il ne devrait en dire. Là, ça a été tout le contraire ce soir. C'est vrai que Hitler s'est inspiré des lois raciales aux États-Unis. Par exemple, dans les années 20, les États-Unis avaient déjà la loi Jim Crow dans le Sud, donc qui imposait la ségrégation raciale dans les écoles, mariage et transport, des lois anti-métissage interdisant les mariages entre blancs et non-blancs, des politiques d'immigration basées sur des quotas raciaux visant à limiter l'arrivée d'immigrants d'Europe du Sud, de l'Est, d'Asie et d'Afrique, et un mouvement eugéniste puissant qui avait même inspiré des programmes de stérilisation forcée de personnes jugées inaptes, donc handicapées, pauvreté, origine ethnique. Mais wesh, les États-Unis, c'est un pays de merde en fait. Tapine ce que je dis, mais Hitler s'est inspiré des Américains, genre. L'Allemagne nazie a étudié et partiellement repris des lois raciales américaines et ségrégationnistes pour élaborer ses propres politiques discriminatoires. Des juristes nazis étudiaient des lois américaines pour préparer les lois de Nuremberg,
en 1935, qui privent les juifs allemands de leur citoyenneté et interdisent les mariages mixtes. Le livre Hitler's American Model montre comment les nazis considéraient les États-Unis comme un exemple de législation raciale moderne. Putain de merde! Putain de merde! Non, c'est trop une dinguerie, mais les États-Unis, il n'y a rien dans ce pays, genre. Dans Mein Kampf de Hitler, le dictateur cite l'expansion américaine et le traitement des populations autochtones comme un modèle d'expansion raciale. Putain de merde. Wesh. Des nazis ont trouvé certaines lois américaines trop extrêmes ou trop complexes. Par exemple, les définitions raciales aux États-Unis étaient parfois trop strictes pour les nazis. Mais wesh, c'est une dinguerie. Pour vous dire que des nazis soient choqués par les lois américaines, faut le faire quand même. Waouh! Et le pire, c'est que la ségrégation américaine a duré très longtemps, les gars. C'était quand la ségrégation, la fin de la ségrégation aux États-Unis. Waouh, les États-Unis, frère, il y avait l'esclavage. Il y avait l'esclavage aux États-Unis, frère. Je sais même pas si dans la tête d'Hitler, il voulait mettre des gens en esclaves. Ça s'est arrêté en 1967. La Cour suprême invalide les lois anti-métissage restantes, autorisant légalement les mariages interraciaux dans tout le pays. La ségrégation légale est donc officiellement abolie en 1967. Donc peut-être 20 ans après la fin de Hitler, quoi. Waouh, je suis choqué. Putain, vous m'apprenez des trucs dans le chat quand même. Hein. Hitler s'est inspiré des Américains, genre, what the fuck? What the fuck? Wesh, je sais pas les gars, je suis choqué, genre. Je suis choqué. Putain. Ouais, ils ont massacré des Indiens aussi, les mecs, hein. Ils ont massacré des Indiens, les Américains. Waouh. Et les gars, j'ai une take un peu complotiste, hein. Mais j'ai le sentiment que si les Américains n'avaient pas acheté les territoires, par exemple Alaska ou je ne sais pas quoi, je pense qu'ils auraient récupéré ces territoires par la force. Et je le pense sincèrement. Voilà, je le dis, c'est ma take un peu complotiste. Je pense sincèrement que les Américains auraient récupéré la Louisiane par la force, ou je ne sais pas quel autre territoire qu'ils ont acheté aussi à l'Espagne, au Mexique, et j'en sais rien, quoi. C'est sûr. Qui sait? Ah, mon gars. Qui sait? Techniquement, c'est les Européens. Ah, mais oui, c'est vrai que c'est des Européens de base, les Américains. C'est vrai. C'est vrai que de base, désolé, parce que je crois que la citoyenneté américaine n'existait même pas encore. C'était des Européens qui ont massacré les Indiens. My bad, le chat. My bad. C'était quand même très court et il n'y a surtout eu aucune question de journaliste. Donc dans le monde de Trump, on n'appelle pas ça une conférence de presse, on appelle ça une communication précise. On déteste les journalistes, on répondra à aucune question, on vient dire ce qu'on a à dire et après on s'en va. C'est vraiment ce qui s'est passé. Il n'y a aucun journaliste qui n'a posé de questions. Moi, ce que je retiens, c'est deux choses sur la communication donc de Donald Trump. Premièrement, j'aime faire les deals et un deal... eh bien, on l'annonce quand c'est fait. Et pour le moment, il n'y a pas eu d'annonce, il n'y a pas eu de deal. Il l'a dit, et il l'a dit pratiquement dans ce vocabulaire. La deuxième chose qu'il faut retenir et qui nous a vraiment surpris, nous qui suivons depuis des années Donald Trump, et on vient de l'évoquer sur le plateau de BFM, c'est la haine absolue de Donald Trump par rapport encore et toujours aux démocrates. Et là, on est sur un problème international, un problème qui nous concerne tous en Europe, un problème fondamental pour la stabilité. Et vous avez Donald Trump qui reparle de cette histoire d'ingérence russe dans la campagne présidentielle de 2016. C'est un thème qu'il ne cesse de répéter depuis début juillet, depuis le début de l'affaire Epstein. C'est un peu compliqué pour les Européens à comprendre, mais on voit que c'est une obsession dans la tête de Trump qui revient là-dessus devant Poutine. La troisième chose qu'il va falloir surveiller, c'est qu'est-ce qu'ils se sont dit dans la voiture. Ils sont quand même restés
pendant 10 minutes seul, avec, on le sait maintenant, Vladimir Poutine qui parle parfaitement anglais. Et là, il y avait ni Marco Rubio, le secrétaire d'État, ni Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, ni un conseiller du Kremlin, ni un conseiller de la Maison-Blanche. 2 hommes seuls dans une voiture pendant une dizaine de minutes, alors que tout le monde, évidemment, veut savoir le moindre détail sur mais comment ça va se passer. Ouais, je suis en train de voir ce que tu m'as dit. Il y a un mec sur le chat qui m'a dit que les Américains voulaient reprendre la France après la guerre. Et comme De Gaulle, c'était le pote de Churchill, ils ont réussi à ce que ça se fasse pas, mais de base, c'était ça le projet. Bah, les gars, si De Gaulle n'était pas notre président, putain, les gars, waouh! Waouh! On aurait soit parlé allemand, soit on aurait parlé anglais, je sais pas. Oui, c'est connu. Ouais, je suis en train de vérifier l'information, je la redécoupe là, avec des sources. Les Américains voulaient parfois gérer directement certains aspects de la reconstruction, certains projets qui laissent entendre qu'ils souhaitaient un contrôle total sur la France pour garantir leur intérêt stratégique et économique. Mais De Gaulle a réussi à limiter l'influence américaine sur la politique intérieure française. Ah ouais. On dit, etc. Il y a beaucoup de silence qui. On parle déjà anglais, oui. Bon, notre anglais en France. Communication, on ne sait rien. Très bancal, on sait simplement que. Pour l'instant, bon, ils vont repartir, ils vont parler à l'OTAN, ils vont débriefer les Européens, ils vont débriefer le président Zelensky, mais le président Zelensky ne sera pas ici ni ce soir, ni demain, ni lundi. Laurence, précisément, Trump, avant cette rencontre, avait expliqué si ça se passe mal, je m'en irai. Il est resté. On a du mal à voir ce qu'il a pu obtenir ce soir. On a du mal concrètement à voir ce qu'il a pu obtenir. Et puis il y a le dernier Merci point De Gaulle pour le taf. C'est-à-dire que Merci, Poutine mon gars, hein. lui dit ce soir, la prochaine fois, on se verra à Moscou. Ce qui écarte ce qui était aussi un des objectifs de Donald Trump. C'est-à-dire qu'il y ait, dans les jours qui viennent, et il l'avait dit comme ça, le président américain, une rencontre à 3. Cette rencontre à 3, ce soir, on a beaucoup de mal à l'imaginer. Oui, alors, encore une fois, malheureusement, je n'étais pas pour BFM TV assis sur un tabouret en train de regarder Vladimir Poutine et Donald Trump parler, mais en décryptant tout ce qui a été dit depuis une semaine, on peut sans faire trop de spéculation se dire que les Européens avec Donald Trump se mettent d'accord sur un plan et que d'un seul coup, Donald Trump devient l'ambassadeur des Européens auprès de Vladimir Poutine pour expliquer à Vladimir Poutine ce que... Je vais faire un compte-rendu de cette rencontre à Volodymyr Zelensky. Mais attends, mais ça va être en huis clos encore, parce que si Trump ne leak pas toute la conversation, mais va le dire à Zelensky, est-ce que Zelensky va le dire à la presse? Est-ce qu'il va le garder pour lui? Est-ce qu'il va le dire aux Européens? Mais les Européens vont garder ça pour eux? Bizarre, faut que ça fuite là. On veut des fuites, putain. Le président Zelensky et les Européens ont convenu et que pendant la réunion, va faire un appel, ouais, je pense. Plus de 90 minutes, qui devait être plus courte puisqu'il devait y avoir un déjeuner avec les délégations. Ça s'est pas passé. Donc il y a eu une réunion où quelque part ça a dû bloquer. Et là, encore une fois, sur quel point, on ne sait pas. Mais il n'y a pas d'annonce. Il n'y a pas 2 hommes qui viennent, qui, comme ça a été quand même sous-entendu... Les gars, faut savoir quelque chose aussi, et je pense que vous serez d'accord avec moi, le chat. Faut savoir que si Zelensky cède les 4 régions en Ukraine, il perd toute crédibilité auprès de ses habitants, auprès de sa hiérarchie militaire. Genre vraiment, les gens ils vont se dire, mais frérot, j'ai perdu mon fils dans cette bataille, on a perdu des généraux dans cette bataille, on a perdu des régions, on a perdu des infrastructures, on a tout perdu, et là tu vas accepter que Trump te tord le cou comme ça, genre? Te tord le bras, pardon? Il perd 20% de son pays, Dofla. Oui, voilà, exactement. Il perd 20% de son pays. Après, la position de Zelensky, on peut ne pas l'aimer, les mecs, hein. Mais la position de Zelensky est extrêmement compliquée. C'est lui le président de l'Ukraine. C'est lui qui doit parler au nom des Ukrainiens. La position est extrêmement compliquée, genre. Extrêmement compliquée. Et c'est là que tu vois que ce sera toujours la puissance militaire qui va parler. Parce que si les États-Unis perdent l'Alaska, mais jamais de la vie les États-Unis perdraient l'Alaska. Militairement parlant, ils peuvent récupérer l'Alaska. Mais l'Ukraine, c'est pas pareil. L'Ukraine, c'est pas pareil, mon gars. C'est compliqué. Est-ce que c'est pas le De Gaulle de l'Est? Zelensky?
J'ai dit tout à l'heure, on m'a dit deux fois, c'est pas pareil. Enfin, j'ai pas dit De Gaulle. J'ai dit que Zelensky va perdre l'équivalent de l'Alsace-Moselle jusque dans le sud de la France. Donc il perd un gros morceau. C'est comme si la France perdait un gros morceau de son territoire. C'est normal que l'Ukraine ne veut pas céder, hein. C'est normal, mon gars. Répondent aux questions de journalistes. Je vais voir si l'avion va décoller, c'est ça? Allez. Je regarde. Il pourrait sortir ce soir en disant ça a été très productif, on fait des progrès. Actuellement, l'Ukraine a la plus grande armée d'Europe, bien sûr, mais l'armée de terre en tout cas. Il a l'une des plus puissantes armées de terre d'Europe, l'Ukraine, en ce moment en tout cas. Ils ont l'expérience du terrain, ils ont l'expérience militaire, l'expérience des armes, l'expérience stratégique aussi, parce qu'ils ont réussi à garder 80% du territoire ukrainien. Après, ils ont été aidés par le matériel européen, ça c'est vrai, il faut dire les termes. Mais au sol, l'armée ukrainienne est très puissante. Oui, très très puissante. Demain ou ce soir sur Fox News. L'expérience en conflit de haute intensité, bien sûr. Bien sûr. Ça le dérange pas beaucoup. Guerre de haute intensité, ils sont présents. Ouais, mais quand même. C'est compliqué. Oui, mais c'est surtout compliqué avec M. Poutine. C'est ça qui est quand même très étonnant. Parce que si vraiment il voulait obtenir un deal, si vraiment il était dans la capacité de le faire, je veux dire, il a deux outils extraordinaires qui sont d'abord de mettre des sanctions beaucoup plus fortes, et les Russes les redoutent véritablement, on le sait. Et deuxièmement, c'est au moins de promettre, voire même de commencer à amorcer la pompe en redonnant des armes à longue portée, etc. à l'Ukraine. Ça, ça serait une logique. On peut le décider et puis. Merci Kramel pour le téléphone. Merci. C'est ça. Ce que craignent. Il n'y vient jamais. Non, c'est pour ça que ce que craignent les Ukrainiens, c'est que Poutine lui ait vendu le fait de vendre une partie de ses revendications extrémistes aux Européens et aux Ukrainiens. Et que donc il va. C'est Poutine qui l'a dit. Trump ce soir n'a pas eu un mot négatif à l'égard des Européens. Peut-être attendre les coups de fil de demain, parce que l'autre option serait celle-là, c'est que Poutine lui dit moi je suis prêt à si, et vous vendez ce qui est inacceptable aux Européens et aux Ukrainiens, et s'ils acceptent, on verra bien. Donc attention, encore une fois, on a encore quelques heures. Absolument. Restons prudents et voyons ce qui se passe dans quelques heures. Vous savez, je n'exclus pas que dans cet temps, quand ils ont été toutes les deux ensemble, je n'exclus pas le chantage que Pékin pourrait faire au Trump en disant... Parce que ce n'est pas par hasard qu'ils se souviennent de cette infiltration pendant les élections précédentes. Peut-être ils ont parlé de ça, que si tu ne vas pas amener les rencontres d'aujourd'hui selon notre scénario, on va te faire ça, ça et ça. C'est tout à fait possible. D'autant plus qu'il est dépendant, il était dépendant financièrement de l'aide russe dans son business. Mais là, on extrapole les mêmes au-delà parce qu'ils étaient trois dans la voiture avec l'agent du Secret Service ou les agents du Secret Service. Là, on est dans des hypothèses potentielles, mais on n'est pas dans on n'en sait rien. Je me demande s'il y avait un silence de mort dans la voiture avec Poutine et Trump. Est-ce qu'il y avait un silence de mort? Ah ben l'avion a décollé. Quel est le résultat de cette rencontre? Les États-Unis ne vont pas cesser l'aide militaire à l'Ukraine. Et aujourd'hui, à ma connaissance, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais au Congrès, il y a ce paquet pour 50 milliards d'aide militaire de la part du peuple américain. Ce n'est pas l'aide de Trump qui est en vote. Et donc aujourd'hui, on a bien compris. Les sanctions sont reportées, mais il y a ce qu'on appelle les sanctions ukrainiennes. Et les sanctions ukrainiennes, on va continuer à bombarder toutes les sources d'approvisionnement de l'armée russe. Vous savez, la phrase que j'ai beaucoup aimée aujourd'hui dans les réseaux sociaux ukrainiens, ça y est, à l'Ouest, rien de nouveau. Il faut se presser pour dormir, pendant que le vieux il est très content, donc il ne va pas nous bombarder, donc on peut dormir. C'est ça. Mais on n'a pas entendu les grandes choses. J'ai rien compris, frère. Donc on est plutôt satisfait qu'il ne se passait rien. Il n'y avait pas une grande deal. Elsa, je vous posais la question tout à l'heure en disant ça fait 3 ans que vous nous dites que Poutine j'ai rien essaie compris, de gagner du moi temps. non plus, Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il aurait changé de... En fait, ça n'a pas changé, il a gagné du temps. Il a gagné du temps, mais très habilement. Il a gagné du temps et il a fait des mises en scène. Encore une fois, je suis perturbée. Ah, je sais pas, plus on avance dans la soirée, plus je sens que Trump, il a donné son cul un peu, hein. C'est peut-être une idée que je me fais, hein. Je me trompe peut-être, le chat, hein. On en saura plus demain, dans les jours à venir. Mais j'avoue que bizarre. L'ambiance est très 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 bizarre. J'ai l'impression que Trump a donné son cul. Mais ça va être difficile à...
Ça va être difficile à décrypter en tout cas. Ça va être très très difficile. C'est un vrai échec pour Trump, c'est sûr. Ça dépend les mecs, ça dépend de ce qui en est tiré, ce qui en été tiré de cette conversation, de cet échange. Ça dépend. Ça dépend la team. Bon ça va, c'était cool comme stream nocturne le chat. Ça va. En fonction des prochaines informations qu'on va avoir les gars, je vais streamer les prochains jours. Alors demain, je ne pense pas que je vais stream parce que je serai sur Paris. Je ne suis pas sûr de ma présence en stream. Mais les prochains jours, genre dès lundi, mardi, on verra. Jure, ça dépendra des informations, ça dépendra de comment ça va bouger. Mais mon vrai retour, en tout cas mon vrai retour, je serai vraiment en stream tous les jours, enfin du lundi au vendredi, parce qu'après je vais au Japon. Je serai officiellement de retour le 25